Allez, bonjour à toutes et tous. Merci et bienvenue dans cette journée porte ouverte virtuelle dédiée au futur DEGEPS haltérophilie musculation force athlétique que Samuel Suivens va pouvoir nous présenter. Et puis, comme on fait d'habitude, on prend les questions au fil de l'eau. Si on a un peu plus de participants, ben, voilà, on les accueillera au fil de l'eau. Et puis, n'hésitez pas, toutes les questions sont bonnes à prendre et on mettra cette présentation après sur YouTube pour qu'elle puisse être sur la chaîne du Krebs, sur la chaîne YouTube du Krebs de Toulouse, pour qu'elle puisse être largement partagée. Voilà, ben, Samuel, merci de ta contribution et je te cède la parole. Bonjour, donc on est là aujourd'hui pour présenter le DEGEPS, donc nouveau DEGEPS HMFA, haltérophilie, musculation, force athlétique, qui pour la première fois va être mis en place sur le Krebs de Toulouse. Donc avec quand même des intervenants de qualité, notamment Claude Carac qui était entraîneur des équipes de France de culturisme, Virginia Ronda qui est spécialiste stretching, pilates et tout ce qui est en lien avec les disciplines de la force. Et moi-même qui ai été pendant plus de 15 ans entraîneur des équipes de France d'haltérophilie. Donc on se démarque dans la formation parce qu'on présente énormément de contenu en présentiel, notamment sur la pratique de l'haltérophilie, la force athlétique, avec un gros focus sur la préparation physique, notamment l'utilisation des sports de force, de puissance et d'explosivité au service des activités diverses et variées, donc avec des modules bien spécifiques sur les sports d'opposition, les sports collectifs ou les sports individuels, avec aussi un focus sur le sport au féminin et focus également sur l'encadrement féminin, parce qu'on est dans des disciplines qui malheureusement manquent de féminisation. Donc ce diplôme est toujours en UC, donc on a 4 UC. Donc il est censé, enfin on va démarrer, on attend l'habilitation de la DRAGES qui ne devrait pas poser de soucis. Et la formation débuterait le 31 août 2026 pour se terminer, en espérant que personne n'aille au rattrapage, en novembre 2027. Du coup. Donc voilà, le coût de la formation, pour tout de suite le présenter, il est de 10 903 €. Et l'objectif étant de vous préparer à l'entraînement sur les disciplines de l'haltérophilie, de la force athlétique, du culturisme, des disciplines associées aussi à la force athlétique qui recensent aussi, par exemple, le bras de fer. Ils ont la délégation pour le bras de fer. La Fédération française d'haltérophilie a la délégation pour la musculation. Donc, il existe également des championnats de France de musculation. Donc, on vous prépare à entraîner jusqu'au niveau fédéral et plus les athlètes qui s'orientent vers ce type de compétition. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en complément, il y a un focus important sur la préparation physique et l'utilisation des sports de force. Donc la force athlétique qui a plus une variante en force pure, force maximale, voire force relative en fonction des catégories de poids, et l'haltérophilie où on va aller chercher plus la dimension puissance, force explosivité et vitesse. Le culturisme aussi qu'il ne faut pas oublier avec les différentes dimensions de l'hypertrophie qui permettent à l'ensemble des sportifs de s'orienter dans leur catégorie de poids. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette introduction? Si ce n'est pas suffisamment clair, n'hésitez pas à me couper. Au contraire, c'est beaucoup plus enrichissant. Si c'est clair, je peux lancer sur l'organisation des UC. Oui, il n'y a pas de questions a priori. Voilà, c'est tout bon. Olivier, n'hésite pas à me couper aussi si tu sens Oui, oui, qu'il existe des manques. ouais, ouais, pas de souci. Donc c'est une formation qui va s'organiser en alternance avec 700 heures de formation initiale en centre, environ 80-100 heures de formation distancielle, 500 heures en alternance, donc sous forme de tutorat avec un tuteur. En généralité, c'est un entraîneur de force athlétique, issu d'un club de force athlétique, issu d'un club d'haltérophilie ou sur une discipline sportive qui nécessite de la préparation physique. Donc cette alternance, elle est évidemment suivie par le Krebs. Il y a une étroite collaboration entre le coordonnateur du Krebs, qui sera moi-même,
et le tuteur de la structure afin de vous accompagner au mieux pour cette formation qui peut également être effectuée par le biais de l'apprentissage. Donc le CREPS dispose de l'ensemble des infrastructures pour répondre aux besoins de ces spécialités, c'est-à-dire on a une salle d'haltérophilie totalement équipée de matériel olympique, on a des salles de cours, on a de la restauration sur place et possibilité également d'hébergement. Donc c'est un diplôme en général qui est orienté sur les profils issus de la Fédération française d'haltérophilie ou la Fédération française de force athlétique, mais pas que. La dimension CrossFit, la dimension prépa physique est tout à fait à même de répondre aux exigences de ce diplôme. Il existe aussi un lien fort avec le BPGEPS AF, ou anciennement l'AG2F, étant donné qui dispense des tests d'entrée, donc les EPF, exigences préalables à l'entrée en formation, et qui dispense aussi de l'UC4, qui fait environ une centaine d'heures, ce qui amène à une baisse de coûts financiers et une entrée dans la formation plus accessible. Pour continuer sur les tests d'exigence préalable, on les a programmés au 24 juin au sein du CREPS. Donc, on est en mesure de proposer ces TEP, ces tests d'exigence préalable. Ils sont effectués sur la base du règlement international de l'IWF ou du règlement international, donc IWF, International Weightlifting Federation, ou de l'IPF, International Powerlifting Federation. Ce qui concerne les exigences pour l'haltérophilie, donc on demande 2 répétitions à 60% du poids de corps pour les hommes sur l'arraché et 2 répétitions à 40% de la masse corporelle pour les femmes, pour l'arraché et l'épaulé jeté. En force athlétique, on va demander 3 répétitions à 110% de la masse corporelle pour les hommes, pour les femmes, 3 répétitions à 90% pour les femmes. À ces tests, il est aussi nécessaire de justifier d'une pratique compétitive de 3 saisons en haltérophilie, donc justifier 3 années de licence en haltérophilie ou en force athlétique, et justifier également d'une expérience professionnelle ou bénévole de 12 mois, donc avec une attestation d'un club ou d'une structure, 12 mois d'encadrement d'un groupe d'athlètes en haltérophilie, musculation ou force athlétique. Et ensuite, réaliser la démonstration technique, que ce soit sur l'épreuve d'arraché, le développé couché, comme il a été présenté auparavant. Toujours pas de questions par rapport aux exigences préalables? Tout est clair? Olivier, la même question, si tu vois des manques, tu n'hésites pas. Oui, je te laisse dérouler, puis j'ai quelques points. Vas-y, je te laisse dérouler ta présentation. Oui, non, mais sinon, tu n'hésites pas à me couper. Hein. Je m'adapte. Donc, il y a aussi les dispenses, si vous êtes issu de la Fédération d'haltérophilie, par exemple, brevet fédéral d'entraîneur délivré par la FFHM, et brevets fédéraux d'entraîneurs, donc de niveau 3, et brevets fédéraux aussi d'entraîneurs de la Fédération française de force athlétique qui dispense des EPEF, donc des tests d'exigence préalable, et des EPMSP, entretien, et l'UC4 également. Au sein du CREPS, on a l'ensemble des formateurs qui sont sur place, que ce soit sur les UC1, 2, 3 et 4. L'équipe est déjà constituée, donc avec l'ensemble du dispositif et du matériel. Donc l'UC1, l'UC2, ça concerne essentiellement la capacité à concevoir un projet d'action et la capacité à coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action. Donc pour être un peu plus clair, concevoir un projet d'action, c'est analyser les enjeux du contexte socio-professionnel en tenant compte des particularités des publics impliqués, ou formaliser les éléments d'un projet d'action en lien avec les caractéristiques physiques, motrices, sensorielles, cognitives. Également définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action. En ce qui concerne la coordination de la mise en œuvre d'un projet, animer une équipe de travail en favorisant la dimension collective, promouvoir les actions programmées en adaptant les modalités de communication, gérer la logistique des programmes d'action et animer la démarche de qualité. Donc ça, c'est vraiment sur la gestion
en termes organisationnels, logistiques de la structure, avec une analyse des moyens financiers, la mise en place de projets, la capacité à accompagner des bénévoles ou des employés au sein du club ou de la structure accueillante. Concernant l'UC3, être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif. Donc là, on va être beaucoup plus sur une démarche d'enseignement des pratiques de l'haltérophilie, de la musculation, de la force athlétique, avec un objectif de perfectionnement pour aller performer en compétition. Donc, on conduit une démarche d'entraînement avec la mise en place d'une planification qui répondra aux besoins du pratiquant en fonction du calendrier sportif. Conduire également des actions de formation, donc en haltérophilie, musculation, force athlétique et discipline associée, afin de former de futurs cadres ou de futurs bénévoles au sein du club, rémunérés ou non rémunérés. En ce qui concerne l'UC4 et la capacité à encadrer la discipline en sécurité, donc être en mesure de réaliser en sécurité les démonstrations techniques, haltérophilie, musculation, force athlétique et discipline associée, avoir une posture pédagogique répondant aux besoins de chaque sportif afin qu'il évolue en pleine sécurité, avoir les gestes professionnels, que ce soit de par l'attitude ou par sa prestance, assurer la sécurité des pratiquants et des tierces sur les différentes disciplines qu'on a évoquées précédemment. On est sur un fonctionnement à la semaine. Donc, je présenterai après le ruban. Donc, je vais continuer sur les thématiques abordées lors de la formation. Donc, l'ensemble des formateurs sont évidemment à minima diplômés d'État, donc DEGEPS, mention haltérophilie, musculation, force athlétique, ou brevet d'État, deuxième degré, ACUMES, donc haltérophilie, force athlétique, culturisme et discipline associée, donc brevet d'État second degré, ou des professeurs de sport issus de la fonction publique, donc du ministère des Sports et de l'Éducation. Donc, concernant l'UC1 et 2, il y a tout ce qui va prendre en charge la démarche de projet, les diagnostics internes et externes de structure comme les SWOT, que vous devez connaître si vous avez déjà effectué un BP, la mise en œuvre d'un projet, comment on met en place des évaluations, l'organisation du sport en France, le fonctionnement de l'association sportive, les ressources financières de l'association, l'organisation d'un événement sportif, les réglementations, les notions de budget, la responsabilité de l'éducateur et le droit du travail, seuil de rentabilité du budget, comprendre les enjeux et les stratégies, également portées par les fédérations partenaires. Donc, nous, la fédération partenaire qui est affichée, c'est la FFHM. Donc, on travaille en partenariat avec cette fédération. Donc, notamment, on aura des intervenants qui sont issus de l'entraînement des équipes de France ou du développement, de la cellule développement ou formation de la Fédération française d'haltérophilie et des intervenants de la Fédération française de force athlétique. Au Krebs de Toulouse aussi, on insiste sur la dimension éducative et citoyenne avec la mise en place d'hackathons. Là, de l'hackathon, je pense qu'Olivier, là, tu peux prendre la main parce que tu es beaucoup plus abouti que moi sur ce sujet qui est très important pour nous au sein du Krebs de Toulouse. Oui, merci Samuel. Alors, la dimension, en effet, éthique et citoyenne est une commande immédiate du ministère des Sports, au-delà de la formation qui va être la vôtre technique sur le domaine concerné, ici, haltérophilie, musculation et force athlétique. Vous n'êtes pas on va dire, des agents comme les autres, dans le sens où vous prenez en charge des publics et que la prise en charge des publics, on a vu toutes les problématiques liées à la prévention des phénomènes de violences sexuelles et sexistes, d'addictologie qui peut être quelque chose aussi sur lesquels le sujet qui nous occupe ce soir peut être particulièrement important. Donc, au-delà de ces questions techniques de formation sur la discipline sur laquelle vous voulez passer le diplôme, vous serez également amené à poursuivre toute une réflexion autour des questions éthiques dans le champ du sport, donc que sont la laïcité, que sont la prévention du dopage et l'addictologie,
que sont les phénomènes de prévention des phénomènes sexuels et sexistes, mais également de se questionner sur le développement durable et la façon dont on peut aussi positionner son action dans cette évolution extrêmement forte. Et pour ce faire, Samuel parlait d'un hackathon, donc vous serez mélangé avec d'autres stagiaires de DE, de DES et de BP durant 2 jours pour réfléchir à ces 5 thématiques et en creuser plus particulièrement l'une d'entre elles pour en produire en tout cas quelque chose qui servira immédiatement en termes de sensibilisation dans votre métier d'éducateur sportif ou d'entraîneur. Donc en tout cas, cette réflexion sur l'éthique dans le champ du sport irrigue au-delà du hackathon, l'ensemble des actions. Et nous évaluerons, tu évoquais les questions de posture, nous évaluerons autant votre technicité que votre posture, en tout cas dans la discipline, mais également votre posture professionnelle et votre capacité à entrer en relation positivement et de façon professionnelle avec les usagers, avec les autres personnes du club ou de l'association dans lequel vous êtes en intervention ou en emploi. Voilà, donc une question extrêmement forte et sensible qui est une question également de coût d'employabilité, en tout cas de capacité à trouver de l'emploi dans un petit monde ou dans un petit réseau. Voilà, quand on sait que tel ou tel entraîneur fonctionne sur des valeurs extrêmement positives, c'est toujours plus facile. Le phénomène inverse se sait aussi très très vite. Voilà, je ne sais pas si ça éclaire le propos, mais en tout cas une dimension fort importante dans tous nos diplômes, quel que soit le niveau de formation. Exactement, on est malheureusement sur les disciplines en lien avec la force, que ce soit dans le secteur loisir ou le secteur compétitif, on ne va pas dire professionnel parce que ce n'est pas professionnalisé. On est notamment confronté au dopage et dans cet hackathon, il y a un accent important sur le risque lié au dopage et la posture en tant qu'éducateur face à ce fléau qui fait énormément de mal et je le répète, aussi dans le secteur loisir et certaines choses qu'on peut voir circuler sur les réseaux. D'ailleurs, on en a fait un point fort de notre formation, c'est-à-dire un module qui s'appellera littératie épistémologie, qui nous aidera à aller approfondir les sources littéraires et notamment faire des études de cas sur les réseaux sociaux pour aller identifier les bonnes sources et les choses, les points vraiment efficaces, efficients et qui vont nous permettre de continuer à évoluer en tant qu'entraîneur, éducateur, en ayant les bonnes postures et en repérant les bons éléments pour progresser et en faisant attention à toutes ces choses qui sont diffusées et malheureusement qui nous font beaucoup de tort. Donc pour nous, il a été important d'insister là-dessus. Sur la relation à tutorat, donc là, au tutorat, là, je passe un peu à autre chose. On a relevé avec le CREPS et la fédération énormément de structures qui peuvent accueillir des stagiaires, que ce soit sur les clubs d'haltérophilie ou de force athlétique, comme on a des contacts aussi avec le directeur technique national de la Fédération de force athlétique. Donc, on est en mesure de vous accompagner pour trouver une structure d'accueil. On dit bien accompagner, on ne le fera pas à votre place. On est là pour vous soutenir dans le projet, pour vous accompagner, pour vous amener vers la réussite. On est vraiment des accompagnateurs pour vous guider vers la réussite et afin que vous soyez le meilleur entraîneur, éducateur possible. Pour aller un peu plus sur la thématique des UC3 et 4, qui est vraiment spécifique à la discipline, donc il y a différents domaines d'intervention. Et nous, on a choisi d'axer nos contenus sur, évidemment, l'entraînement de l'haltérophilie, donc de la démarche d'initiation, même si sur une entrée en DE, on n'est plus dans de l'initiation classique, on est plus sur du rappel d'initiation, pour aller vers une démarche compétitive avec un rappel des fondamentaux, les procédés d'entraînement progressifs, les outils de l'entraîneur, de l'athlète et les notions de biomécanique afin de performer au meilleur niveau. On réalisera les mêmes contenus adaptés à la force athlétique et au culturisme. Donc, je le répète, le culturisme avec Claude Kérac, qui était entraîneur des équipes de France de culturisme pour la Fédération française d'haltérophilie musculation.
et aussi la présence de Virginie Aranda, qui est une spécialiste de l'analyse du mouvement, qui, elle, interviendra énormément aussi sur cette formation, avec des modules particuliers comme la nutrition. Donc la nutrition en partant de l'éducation à l'optimisation de la performance, donc la place de la nutrition dans la dimension de la santé, de l'entraînement et de la performance en compétition, avec un focus sur l'optimisation du rapport poids-puissance, étant donné qu'on est sur des sports à catégorie de poids. Il y aura effectivement du travail sur la planification et le suivi de la charge d'entraînement, dont je prendrai la responsabilité. Après 15 ans d'entraînement sur les équipes de France, je suis en mesure de répondre à cette problématique. Et aussi aborder la thématique de l'entraînement de haut niveau. Même si c'est plus ciblé sur le DES, en DE, on va aborder l'entraînement de haut niveau, que ce soit sur les ressources, les principes et le modèle français. On reviendra sur l'anatomie avec des rappels basiques, donc également gérés par Virginie Aranda, mais aussi une analyse de mouvement spécifique aux besoins des disciplines présentées en lien avec la force et en lien avec la préparation physique. Les fondements scientifiques liés à la méthodologie de l'entraînement, donc tous les principes de la physiologie de l'effort, de l'anaérobie à lactique à l'aérobie, les actions et les conséquences sur l'organisme dans la gestion de l'effort et de la performance, avec un point également sur l'endocrinologie. Donc là, on aura aussi l'intervention sur le point aérobie de Cyril Tronche, qui est spécialiste sur la discipline vélo longue distance, vélo de route, donc qui a une forte appétence sur l'aérobie. Et ensuite, on a un module de 142 heures sur la préparation physique. On va utiliser l'ensemble des thématiques abordées auparavant, notamment les principes physiologiques, au service de la préparation physique. Donc, pour exemple, on peut avoir maîtrisé la typologie des modes d'hypertrophie au service de sa discipline sportive. Comment j'utilise l'outil musculation, l'outil renforcement musculaire, l'outil haltérophilie pour la discipline dont j'ai besoin. Je ne travaillerai pas de la même manière avec un judoka qu'avec un joueur de basket. Ce ne sera pas les mêmes besoins, donc on identifiera ces besoins en fonction de chaque profil pour répondre à ces différentes particularités. Donc, avec des zooms sur la préparation au service des sports collectifs, sport d'opposition, sport individuel. Et là, on aura la chance d'avoir Mylène Bacon, qui sera aussi en partenariat avec Virginie Aranda pour les sports collectifs, et le zoom sur le sport au féminin, notamment l'adaptation sexuée de l'entraînement. La méthode du culturisme au service de la préparation physique, l'haltérophilie au service de la préparation physique et la force athlétique au service de la préparation physique. Étant donné que les trois disciplines ont chacune leur prédominance, elles s'adapteront différemment en fonction des besoins du pratiquant, que ce soit pour une pratique sportive bien spécifique ou pour juste se préparer à des tests physiques pour un concours ou autre chose. Ensuite, on a voulu mettre l'accent sur des formations qu'on présente en FPC, formation professionnelle continue, au sein du CREPS, qu'on a inclus directement dans le DE, parce qu'on estime qu'il faut avoir un panel de compétences relativement important afin de répondre aux exigences de l'entraînement et notamment de la performance. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ce diplôme, on inclut le Pilate au service de la santé et de la performance. Donc Virginie Aranda, qui est en responsabilité sur le Pilate au service du CREPS, donc crée un module particulier qui répond aux besoins de la performance. Le Pilate est aujourd'hui une discipline qui est très utilisée dans la démarche d'entraînement et surtout dans l'entraînement de haut niveau. Donc, on a jugé important de l'inclure dans le diplôme. Donc, si par hasard vous n'êtes pas intéressé par le diplôme, vous savez qu'il est possible de faire au sein du CREPS des formations professionnelles continues, comme on parle de Pilate, ou les étirements et mobilité au service de la santé et de la performance, ou la préparation physique adaptée à la diversité de l'environnement. C'est-à-dire, que veut dire préparation physique adaptée de l'environnement ? Je pars en vacances pendant 2 semaines, je me retrouve au bord d'une plage. Quels sont les moyens que j'ai autour de moi pour m'entraîner ? On va vous démontrer qu'il est possible de faire de la préparation physique, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit en montagne, que ce soit à la plage, que ce soit en centre-ville. On est en mesure de s'entraîner ou de créer des plans d'entraînement, des programmes d'entraînement
quel que soit le lieu sur lequel vous êtes. Mais également, être capable de mettre en place un entraînement qu'on peut appeler préparation physique intégrée, c'est-à-dire s'entraîner sur le terrain de sa spécificité. Par exemple, je suis dans ma salle de judo, je suis sur mon terrain de foot, il y a un tas de possibilités de mener des séances de préparation physique au service de sa spécificité pour la performance. On a voulu mettre une importance aussi sur le métier de préparateur physique. Donc là, on mettra en place une visio, donc une intervention avec, pas forcément en visio d'ailleurs, une intervention avec 2 spécialistes de la préparation physique. Donc pour l'instant, je tairai les noms, mais 2 grands noms de la préparation physique du milieu professionnel et du milieu olympique, donc qui ont œuvré pour des gros clubs, qui ont entraîné des champions olympiques, des champions du monde ou des clubs professionnels, donc qui présenteront le métier de préparateur physique, donc ses prérogatives et le champ d'action. Donc la réalité du terrain, la réalité du métier, avec 2 professionnels qui interviendront sous mode de conférence avec un objectif de questions-réponses pour bien cibler la pratique de ce métier. Évidemment, on adaptera aussi un module sur l'haltérophilie du crossfitter, la pratique du crossfit, la pratique de l'haltérophilie dans le crossfit est une pratique qu'on peut qualifier d'annexe à l'haltérophilie compétitive classique où on va réaliser 3 répétitions sur un plateau. Le crossfit va nécessiter des adaptations. Donc, on va proposer des solutions qui permettent de maintenir la meilleure efficience possible pour la pratique de l'haltérophilie au service du crossfit. C'est pas la même, on n'est pas sur la même dimension énergétique et technique quand on réalise une trentaine d'arrachés d'affilée que quand on en réalise 3 sur un plateau d'haltérophilie en compétition. Il y aura aussi une intervention sur les formations proposées par les fédérations partenaires, donc notamment Fédération française d'haltérophilie, Fédération française de force athlétique. Et tout à l'heure, je voulais présenter le point sur l'apprentissage pour reconnaître les sources fiables au profit de l'efficience sur le terrain et apprendre à décrypter les réseaux sociaux. Pour agir face aux représentations erronées et être en mesure d'exploiter les sources fiables, toujours au profit de la performance. Un point sera fait aussi sur les risques et les limites de l'entraînement en distanciel. Aujourd'hui, on est inondé aussi sur les réseaux sur l'entraînement en distanciel, qui, j'insiste, n'est pas une mauvaise chose, mais qui demande une maîtrise tout à fait différente que de l'entraînement en présentiel classique. Donc, on a voulu mettre un point aussi sur cet aspect. Évidemment, il y aura des points sur la réglementation en haltérophilie, la réglementation en force athlétique et en culturisme pour l'aspect compétitif. On aura des interventions aussi de Nicole Labarre sur la féminisation de l'encadrement et la communication non violente qui rejoint un peu les thématiques de l'hackathon. On ne se rend pas compte, mais on emploie parfois des termes, des énoncés qui peuvent être mal perçus par les personnes qu'on a en face de nous. Donc, c'est important d'avoir les codes pour s'adapter au public avec qui on communique. Il y aura aussi un point sur l'entraînement en situation de handicap, être capable d'encadrer en situation de handicap notamment. Il existe le paralympique en haltérophilie qui est une épreuve de développé couché. Donc là, on retrouve clairement le lien entre la force athlétique et l'haltérophilie. Donc, on a un parallèle. Donc, hormis la pratique olympique, il est important de pouvoir accueillir tout le monde au sein de nos structures, qu'elles soient fédérales ou loisirs. Point important qui viendra en complément de l'hackathon sur le dopage et les addictions, donc avec notamment Claude Kérac qui est très investi pour lutter contre le dopage et qui est une personne ressource du territoire français et même de l'Europe sur cet aspect. Et un point aussi important sur les pathologies, donc les limites entre la santé et la compétition. On sait que le haut niveau peut être néfaste pour la santé. Donc, comment on accompagne au mieux notre public afin qu'il termine sa pratique dans des dimensions de bonne santé. On a fait le choix également de ne pas parler directement de préparation mentale parce qu'on estime que c'est un métier à part qui nécessite une véritable compétence. Mais par contre, on va insister sur l'approche des outils psychosociaux pour apprendre à décrypter les comportements et apprendre à agir de la meilleure manière possible face
face aux différents pratiquants, face au public qu'on rencontre, que ce soit avec des techniques particulières, des mises en situation. Donc, on a fait le choix de mettre un système assez ludique avec de la pratique et de la mise en situation pour apprendre à réellement décrypter le public qu'on a en face de nous et apporter les meilleures solutions, que ce soit pour l'épanouissement personnel ou la performance. Donc voilà, pour résumer brièvement, j'espère que ça a été clair, l'ensemble des contenus abordés sur ce DE. Peut-être Samuel, est-ce que tu peux nous dire un mot de l'ouverture possible à des candidats qui pourraient être en situation de handicap? Alors, sur l'ouverture en situation de handicap, on est grâce au travail fait par la Fédération d'haltérophilie, tout à fait en mesure de passer ce diplôme. Il y a aussi des adaptations qui sont mises en place par la DRAGES, notamment sur les tests d'entrée. Donc là, il faut rencontrer un médecin qui se mettra en lien avec le référent médical de la DRAGES, le référent des sports BP, activité de la forme, ou DE, ce sera Nicolas Gilles sur la DRAGES. Donc ce sera un contact qui se fera par son biais afin d'évaluer les besoins d'adaptation par rapport à la formation et par rapport au handicap. Aujourd'hui, sur les BPAF, on est tout à fait en mesure de répondre à les BPAF, activités de la forme, de répondre aux besoins, aux particularités du handicap pour le métier. Je ne sais pas si c'est suffisant pour toi, Olivier. Oui, c'est très clair. Un conseil à nos auditeurs et à ceux qui nous écouteront, c'est de nous signaler le plus tôt possible si vous êtes en situation de handicap, parce que comme le disait Samuel, il y a des tests pour adapter les tests d'entrée préalable et la formation, et que en fonction du handicap et du poids du handicap, de la nature du handicap, il peut y avoir également, suite au passage devant le médecin conseil, des limitations de prérogatives sur la carte professionnelle au vu de la nature de votre handicap. Donc, c'est important que vous soyez informé en amont d'engager la formation des possibilités et des adaptations possibles pour pouvoir la suivre. Et puis surtout, s'il y a des limitations de prérogatives, que vous ayez bien tous les éléments à votre disposition avant de vous engager. Donc, on ne saurait trop vous inviter. Le CREPS de Toulouse est un CREPS handi accueillant dans toutes nos formations. Donc, Carole Robert, qui est notre référente handicap de l'établissement, instruira vraiment tous les dossiers pour toutes les formations pour vous permettre de suivre au mieux et dans les meilleures conditions et de certifier ces diplômes avec nous. Donc, effectivement, la reconnaissance RQTH permet d'avoir des adaptations, que ce soit sur la formation, donc des accompagnements qui peuvent être supplémentaires à la formation, mais qui sont pris en charge, et également des adaptations sur les épreuves. Donc, effectivement, comme le dit Olivier, à signaler dès votre inscription afin d'enclencher la démarche avec le médecin qui sera en lien avec la DRAGES et notamment le référent des formations des formations à dominante force, Nicolas Gilles, sur la DRAGES. Donc, ne pas hésiter à poser les questions. On sera à même à vous répondre, et notamment, comme l'a dit Olivier, aussi avec Carole Robert, qui pourra donner davantage d'informations sur ces sujets. Donc, puisqu'on parle des évaluations, on peut continuer. Laura, est-ce que vous avez des questions à ce stade éventuellement? Ou est-ce que c'est OK pour vous? Une question qui arrive dans le chat. Super. Tout est clair. Ben, écoutez, parfait. Donc, si c'est clair, il va nous rester, Olivier, tu me dis si je me trompe, il va nous rester à évoquer les évaluations finales et les différentes prises en charge possibles pour le diplôme. C'est ça. Donc, on peut peut-être commencer on terminera par les différentes prises en charge si ça vous va. Et on va continuer sur les modes d'évaluation. Donc, étant sur des formations professionnelles, on est sur de la formation, sur de l'évaluation de formation sur des situations réelles de métier. Donc, la première des évaluations, c'est les EPMSP, donc
les entretiens préalables à la mise en situation professionnelle. Donc, évaluer votre mesure d'être capable d'animer des séquences pédagogiques. Donc, celles-ci ont lieu très tôt dans la formation. Donc, elles sont prévues du 7 au 11 septembre avec un rattrapage si nécessaire au 21 septembre. L'UC1, donc c'est la conception d'un dossier qui est en lien aussi avec l'UC2. Et on effectue une soutenance de dossier avec présentation de la structure et du projet d'animation. Suite à l'envoi du dossier, on a donc un oral avec 20 minutes de présentation et 40 minutes d'entretien. Donc en général, le jury est composé d'un spécialiste des fédérations partenaires et d'un membre du CREPS qui est notamment prof de sport ou diplômé sur les DE ou les brevets d'État second degré. Donc, concernant l'UC1 et 2, les formations, les évaluations, pardon. Donc là, je parle évidemment que des évaluations terminales qui auront lieu les 20 et 21 septembre 2027 avec des rattrapages prévus au 8 novembre. Concernant les UC3, donc là, sur la conduite d'une démarche de perfectionnement, donc on transmet un dossier 15 jours avant. Évidemment, on vous accompagne dans la conception de ce dossier qui met en place un cycle pour mettre en œuvre un cycle de perfectionnement sportif en haltérophilie musculation ou en force athlétique, réalisé dans une ou plusieurs structures de l'alternance pédagogique. Ensuite, vous aurez une soutenance de dossier qui aura lieu sur l'organisme de formation. Le candidat prépare pendant 30 minutes sa séance et conduit sa séance de 40 à 50 minutes. Ensuite, il a un entretien de 45 minutes au maximum, dont 15 minutes maximum de présentation et 30 minutes d'entretien avec du questionnement. Donc, le jury sera composé des membres du même format de membres comme il a été présenté auparavant. Et ces évaluations auront lieu du 22 au 24 septembre avec un rattrapage prévu au 9 novembre. Sur l'UC4, donc pour rappel, qui va concerner les stagiaires qui ne sont pas détenteurs du brevet professionnel d'activité de la forme ou qui ne sont pas détenteurs des brevets d'État second degré ou des BF3 de la Fédération française d'haltérophilie et musculation. Au sein de leur structure de stage, ils devront tirer un des deux mouvements au sort et réaliser une démonstration technique. Donc, si c'est l'haltérophilie, arraché technique, épaulé jeté technique, flexion clavicule pour force athlétique, squat soulevé de terre et développé couché. Donc là, on est vraiment sur une démonstration technique pour démontrer votre capacité à mettre en place en toute sécurité le mouvement pour démontrer aux pratiquants. Donc ensuite, le candidat conçoit et encadre une séance d'entraînement en haltérophilie ou en force athlétique d'une durée maximale de 45 minutes qui sera suivie d'un entretien de 30 minutes. Donc ensuite, on a évidemment des grilles de certification qui nous permettront de valider ou invalider la prestation. Est-ce que c'est clair sur les formes d'évaluation? Donc, il y a aussi des évaluations, c'est vrai que là, je ne les ai pas présentées, des évaluations formatives, donc qui nous permettent de voir un peu où vous en êtes, où vous vous situez et quel accompagnement on doit vous apporter. J'ai oublié de préciser aussi la mise en place du PIF, du plan individuel de formation, c'est-à-dire que dès le début d'année, on évaluera vos connaissances et vos compétences afin de savoir si on peut vous alléger ou pas du dispositif. Je prends un exemple sur l'anatomie. Je suis issu d'un BP-AF et je maîtrise l'ensemble des points de l'anatomie. Donc, je ne parle pas de l'analyse de mouvement des exercices de l'haltérophilie, de la force athlétique ou autre. Je parle vraiment de l'anatomie sur le plan classique. On peut, par exemple, avoir un allègement de cette discipline. Ou si je suis issu du haut niveau, il peut y avoir un allègement aussi sur les pratiques haltérophilie, si je suis issu des équipes de France, par exemple, d'haltérophilie. Donc ça se fait en entretien avec de la discussion. On évalue vos compétences, vos besoins, et on allège, si besoin, le dispositif de formation. Ce qui ne veut pas dire forcément alléger des épreuves de certification sur les mêmes sujets. Non, ça n'allège pas les épreuves et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir du questionnement sur
sur l'encadrement de l'haltérophilie, même si on est issu du haut niveau, ou sur des points de l'anatomie qui sont indissociables à la réussite du diplôme. Est-ce que vous avez des questions? Cas, si on des orientations, merci pour cette présentation très détaillée, Après, Samuel. j'allais partir sur les financements, si ça te va, Olivier. Oui, juste Et, avant de rentrer sur les financements, en tout cas, peut-être rappeler l'orientation que tu évoquais autour de la oui, féminisation de la pratique, qui va être quand même un fil oui, un rouge point fort. Oui. très original de ce DE HMFA par rapport aux autres existants sur le territoire. Donc là, c'est vraiment une volonté de l'équipe de s'orienter vers cette. Mais je peux te laisser en redire un mot Bah, si tu je, le souhaites, parce que. je pense pas dire de bêtises, mais on doit être le seul diplôme d'État concernant haltérophilie, musculation, force athlétique, présentant des cadres féminins. Alors peut-être qu'il y a des intervenantes sur les autres structures. Il doit y en avoir, mais en tout cas, nous, on a cherché d'avoir cette parité et on a eu la volonté forte de féminiser l'enseignement avec pour objectif sur le long terme de féminiser l'encadrement. On est sur des sports qui sont des disciplines, des activités qui sont très masculinisées et pourtant qui sont énormément pratiquées par le public féminin. Moi, étant issu de l'haltérophilie, un championnat de France d'haltérophilie, on a senior, on va avoir entre 60 et 80 garçons pour 140 à 160 filles sur un championnat de France élite. Sur l'encadrement, on n'a quasiment que du coaching masculin. Donc oui, cette volonté de mettre en avant la compétence féminine, on a décidé de mettre des modules spécifiques et surtout de féminiser l'enseignement pour démontrer que la compétence est disponible et elle est tout à fait adaptable, quel que soit le sexe. C'est pas Donc, parce qu'on est un garçon qu'on est un meilleur coach sur les disciplines de force. Et je pense qu'on a une belle démonstration au sein du CREPS avec des formatrices sur les dimensions force comme Stéphanie Falcou ou Virginie Aranda qui interviennent depuis des années au sein du CREPS sur ces aspects et les stagiaires en sont très contents. Donc pour nous, mettre l'accent sur cette particularité, ça nous semble indispensable et totalement cohérent vis-à-vis de la féminisation de la pratique sur le territoire français. et donc, Laura, on est particulièrement content de vous accueillir pour vous présenter ce diplôme et on espère que vous pourrez rentrer et que vous serez l'une des premières diplômées de ce DE HMFA. Malheureusement, sur la Fédération française d'haltérophilie, on n'a que des cadres masculins. Et je sais que le directeur technique national, Philippe Gess, c'est quelque chose qui le touche beaucoup. Il essaie depuis plusieurs années d'avoir des cadres féminins. C'est difficile. Et le DEGEP, c'est aussi un tremplin pour s'orienter vers le professorat de sport et devenir le cadre d'une fédération, que ce soit force athlétique ou haltérophilie. Et il y a une volonté réelle et sincère de féminiser l'encadrement pour répondre aux besoins de la spécificité féminine qui n'est plus, qui est vraiment une parité très forte et très réelle. Les chiffres sont assez frappants, hein. Environ 160 filles au championnat de France pour 60 garçons. Donc, je pense qu'il y a un réel besoin. OK, financement? Financement, donc là, ça va être relativement court. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous présenter des chiffres clés sur les taux de réussite et les taux d'insertion professionnelle, étant donné que ce sera notre première session. Concernant les financements, donc on a alors après, pareil Olivier, n'hésite pas à me couper, j'ai relevé ce qu'on avait dans le diplôme, notamment le Conseil régional Occitanie, France Travail, la Voie de l'apprentissage, l'AFDAS, l'AGFIS, transition professionnelle, la Caisse des dépôts et consignations. On a un service administratif, il faut le souligner aussi au sein du CREPS, qui est très performant et qui vous accompagne de manière très efficiente sur la constitution de ces dossiers afin d'avoir des financements pour pouvoir continuer à vous former. On peut peut-être
voyez, il y a un webinaire de cette nature qui présente la nature des financements. Donc, il va être mis en ligne d'ici quelques jours sur la page YouTube du Krebs de Toulouse. Et puis, Laura vous inviter à venir nous rencontrer le 14 février, qui est la date de notre journée portes ouvertes en présentiel au Krebs de Toulouse, où vous pourrez retrouver Samuel pour une présentation encore, peut-être, je ne sais pas si elle peut être encore plus détaillée, mais en tout cas, rencontrer Samuel, rencontrer toute l'équipe administrative qui sera présente aussi, pour voir en fonction de votre situation la meilleure modalité de financement possible. Ce qu'on peut quand même identifier, c'est que sur les 800 à 900 stagiaires que nous avons chaque année, il y en a moins de 9,5 sur 10 ne financent pas eux-mêmes leur propre formation, mais sont pris en charge dans une voie de financement quelle qu'elle soit. Donc, et on peut combiner aussi des sources de financement pour vous aider à monter un modèle économique qui vous permet de passer ce diplôme de la meilleure des manières. La voie de l'apprentissage en est un, la mobilisation du compte personnel de formation ou des financements de France Travail en est un autre, mais voilà, tout ça est vraiment très lié à votre statut. Donc, on préfère aussi pouvoir travailler en direct avec vous et faire du conseil individuel pour vous aider à monter au mieux cette dimension parfois compliquée d'un dispositif de formation. Voilà. Est-ce que Laura, vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon? Eh ben, écoute, Samuel, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. Tu as déjà été très dans le détail d'un certain nombre de sujets. Ce que j'ai envie d'ajouter, c'est s'il y a une volonté réelle de s'orienter vers ce diplôme, c'est de commencer ces démarches de financement dès maintenant, d'avoir cette réflexion. Et ça fait 1 an que je suis au Krebs de Toulouse, que je travaille pour le Krebs de Toulouse, et je suis épaté par la qualité des administratifs qui sont toujours disponibles et qui accompagnent vraiment nos stagiaires. Et donc, moi, je les invite à ceux qui sont intéressés de s'orienter dès maintenant sur les différents dispositifs de prise en charge, parce que c'est des diplômes relativement coûteux et ce serait dommage de passer à côté pour des raisons de financement, alors qu'on est en mesure de proposer des solutions, comme tu l'as dit, dans 95% des cas. Absolument. Laura, si vous n'avez pas de questions, Samuel, merci beaucoup. Laura, merci de vous être connecté pour cette information. On espère vous accueillir le 14. N'hésitez pas à vous signaler comme quoi vous étiez dans la porte ouverte. Et puis, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Et au 14 février, nous serons ouverts de 9h le matin à 16h l'après-midi. Donc, des conférences, des visites du site du Krebs. Vous aurez aussi l'occasion de pouvoir aller voir les installations dont parlait Samuel, notamment la salle où tu as œuvré pendant 15 ans, Samuel, du pôle espoir haltéro-muscu. C'est une salle de préparation olympique. C'est ça. Et voilà. Donc, vous aurez la possibilité de voir tout ça, de retrouver les coordonnées et de pouvoir vraiment faire le point avec les administratifs, avec l'équipe administrative sur votre situation. Eh bien, au 14, Laura, merci beaucoup, Samuel. Bonne soirée. Et merci, Laura. Merci, plus tard, bonne soirée. Au revoir.